la Digicel a un plan de contingence en place. Donc en gros, il faut savoir qu'un plan de contingence, encore une fois, c'est comment, je dirais, devant, quelle que soit la situation, il y a un plan qui soit prêt. Ça veut dire, je prends un exemple, c'est vrai que lorsqu'il y a un cyclone qui vient, c'est plus facile, je dirais, de se préparer et de réagir, puisqu'on voit le cyclone est annoncé. Mais lorsque, par exemple, il y a un tremblement de terre, là, c'est malheureusement, on est frappé, c'est immédiat, et donc tout le monde est perdu lorsqu'il arrive un événement comme ça, surtout si c'est dans un environnement proche. Mais je dirais, quel que soit le cas de figure, même lorsque c'est un cyclone, ce qui est important, c'est d'avoir un plan. C'est-à-dire, un plan, c'est quoi? C'est pas uniquement oh, qui ça m'a fait? C'est pas le jour où ça arrive, qui ça m'a fait? Qui genre m'a répondu, oh là là, bah, elle a tombé, ok, employé côté yoye, m'bakone. Non. Le plan de contingence, ça se planifie. Ça veut dire que, par exemple, des bagages simples, où qu'on est qui côté employé ou arrêté, qui côté numéro de téléphone, ou bien toute bagaille dans main, ça veut dire toute bagaille sous papier. On n'a pas besoin de le chercher, à le chercher en côté, l'autre côté, qui côté mettez documents ça, non, toute bagaille sont en côté, ou qu'on est exactement qui ça pour faire, qui ça pour checker, qui ça rapidement, ou bien une checklist, etc., etc. Par exemple, un plan de contingence en Digicel, c'est un document de plus passé 100 pages. On ne sait pas un petit bagaille. Et chaque fois qu'il y a un événement quelconque, même là nous avons par exemple, quand pays loc, nous avons l'autre problème, bon, on va parler de Sud, Matthew, tremblement de terre, etc. Ça veut dire automatiquement, nous mettons ça, nous relais en cellule de crise en place, cellule de crise de ça, la gérer crise là. Quelle que soit la crise là. Ça veut dire immédiatement, nous avons en réunion et puis nous avons commencé. Avant, après, si nous avons un temps pour préparer, nous fait. Si nous n'avons pas un temps pour préparer, ça veut dire nous préparer déjà. Mais ça me l'a dit, c'est nous fait en réaction immédiate, avec en réunion de crise. Pour le moment, jusqu'à présent, focus c'est sous institution. Mais après ça, on a commencé d'autres plans de contingence, de sensibilisation grand public. Et je connais qu'on a utilisé justement en médias grands partenaires qui Guinée pour passer message. Tout message, petit spot radio, petit spot télévision, pour que vous connaissez exactement préparer, mettez-vous en veille active. La blancée bagaille là, vous connaissez, n'a brivé dans la saison cyclonique là, donc n'a blancé toute bagaille. Et nous avons plusieurs spots qui paraissent pour chaque situation. Ça veut dire cyclone, inondation, tremblement de terre, etc., etc. Donc ça veut dire c'est en large population. Kounya là, nous avons fait bagaille là sous éducation. Nous toucher non seulement secteur éducatif, ça veut dire les écoles, mais nous toucher élèves. Même genre, là nous fait pour une compagnie, c'est employés concernés. Là l'école, élèves concernés. Ça veut dire élèves pral tout expliquer là à la famille, au voisinage, aux amis. Donc n'espérer qu'avec bagaille ça, on a touché plus tout le monde, tout côté. Non seulement elle n'est pas facile, mais elle est indispensable. Moi, je vais vous donner... Bon, d'abord, AGERCA a commencé depuis... Ça fait plus de 10 ans qu'on a commencé à faire de la sensibilisation, de la conscientisation. On est très proche de la DPC, et je pense qu'il faut le reconnaître. La DPC a quand même, avec une contribution de l'AGERCA, justement, a fait beaucoup de progrès quant à la sensibilisation et quant au niveau d'alerte. Alors, c'est vrai que il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je veux dire, petit à petit, on y va. Je vais vous donner un exemple, justement, parce que j'étais avec des collègues du Sri Lanka. Eux n'étaient pas du tout habitués à la gestion de risques. Il a fallu qu'ils aient un gros événement avec des inondations terribles pour que, justement, ils se mettent à parler de la gestion de risques et comment se préparer. Maintenant, ils ont fait des grosses campagnes de sensibilisation. Tous les gens là-bas sont prêts. Donc je veux dire, on doit arriver à mettre en place ce même système en Haïti. C'est pas facile, mais on doit, disons, poursuivre les efforts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de fait. Il faut qu'on poursuive les efforts. Il faut savoir qu'avec le changement climatique, on aura de plus en plus de problèmes. Pourquoi? Parce que déjà, les problèmes, on les voit. On voit que si vous allez vers les zones rurales, demandez aux paysans, ils vous diront que les choses ont changé déjà. Nous, on ne le perçoit pas parce qu'on est en ville, mais dans les zones rurales, ils perçoivent déjà ces changements. Il y a de plus en plus de sécheresse. Bizarrement, il y a de plus en plus d'inondations, parce que lorsqu'il pleut très fort,
et à ce moment-là, ça crée des inondations, parce qu'effectivement, mais il y a des solutions pour ça. Mais par contre, je veux dire, dans le changement climatique, il y aura des cyclones, peut-être pas plus, mais plus violents. Il faut le savoir, ça c'est scientifique. Donc je veux dire, le changement climatique, c'est pas... Haïti n'y peut rien, Haïti ne peut rien faire, parce qu'Haïti ne peut pas changer ce facteur. Ce sont les pays les plus industrialisés qui ont la planète. qui sont, je dirais, les responsables, entre guillemets, et nous sommes victimes. Mais nous devons nous préparer. Il y a beaucoup de choses à faire. Bon, j'ai déjà parlé récemment, par exemple, du reboisement. Ça peut paraître comme ça, pourquoi? Mais parce qu'il faut savoir que un des facteurs cause du changement climatique, c'est lorsqu'on abat les forêts. Pourquoi? Parce que lorsqu'on abat les forêts, la forêt, c'est comme un poumon. Donc non seulement vous enlevez une partie de votre poumon, mais en plus de ça, lorsque vous coupez des arbres, ils relâchent les gaz carboniques qu'ils ont emmagasinés. Donc vous avez un double facteur. Maintenant, vous allez me dire, bon, en Haïti, on n'a déjà pas de forêt. Et bien justement, en replantant des forêts, non seulement on va permettre de nous créer un petit poumon en Haïti, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal. On va ancrer les sols, donc ça veut dire éviter qu'à chaque fois il y a des grosses pluies, eh bien, les terres fertiles partent à la mer. Et en plus de ça, aussi travailler sur les côtes, les mangroves. Les mangroves, ça aide aussi à fixer les bords de mer, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et aussi, par exemple, on a perdu une chose essentielle en Haïti, c'est former nos paysans. Aujourd'hui, on est dans la paysannerie, c'est dans la paysannerie de subsistance. Il faut changer ça pour faire de la paysannerie d'existence. Mais par contre, un paysan, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, parce que je viens de là moi aussi. Et donc, les paysans, il faut que aussi on les encadre. Un paysan qui est habitué à planter certains produits, il l'utilise pour des récoltes. On le considère comme le moteur de la société. Oui, mais pourtant, et alors que actuellement, bon, c'est à cause de vraiment, ils sont dans la subsistance, ils n'ont pas aujourd'hui, il faut qu'ils changent, il faut qu'ils s'adaptent à la situation. Mais il faut aussi qu'on les encadre. Le paysan, lui, il travaille beaucoup par habitude. Il connaît ses sols, il connaît son climat, mais lorsque le climat change, lorsqu'avec justement tous ces changements, il faut les former, les encadrer, pour maintenant les mettre dans des situations où on va changer le travail qu'ils font, arrêter de faire de la subsistance, de l'existence, pour qu'ils produisent mieux. Par exemple, faire face à la sécheresse, eh bien, il faut peut-être planter d'autres choses, avec des temps de récolte ou de pousses, etc., plus courts. Donc je veux dire, les solutions sont là. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait une conscientisation et des prises de position au niveau du secteur public pour maintenant décider d'encadrer les agriculteurs, les aider à produire mieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer dans l'agriculture industrielle. Non, on peut garder le même schéma, mais par contre, il doit changer la façon dont on produit.